Ils ont dit oui. Ils ont signé. Devant le monde entier. Et moins de 24 heures après, ils frappaient encore. Attendez. Prenez juste une seconde pour réfléchir à ça. Un pays qui accepte un cessez-le-feu en pleine lumière, devant toutes les caméras, et qui lance des missiles dans la foulée. Pas dans l'ombre, pas en cachette, en pleine lumière. Comme si les règles du monde ne s'appliquaient pas à eux. Ce qui se passe entre l'Iran, Israël et l'Amérique en ce moment, c'est inédit. Et si vous n'avez pas suivi chaque détail, je vais tout décortiquer pour vous aujourd'hui. Parce que derrière ce cessez-le-feu, il y a une réalité que les médias mainstream ne vous montreront jamais. Pour comprendre où on en est vraiment, il faut remonter un peu. Depuis des semaines, la tension entre Téhéran et Tel Aviv avait atteint un niveau que beaucoup n'avaient pas vu depuis des années. Des missiles, des ripostes. Et Trump, oui, Trump lui-même, qui menace publiquement de détruire la République islamique. Avec 1 heure de délai avant expiration de son ultimatum, 1 heure, comme dans un film d'action, sauf que sous les vraies bombes, ce sont de vraies personnes qui meurent. C'est là que le Pakistan entre en scène. Le Premier ministre Shehbaz Sharif prend le rôle de médiateur. Washington et Téhéran trouvent un accord, 2 semaines de cessez-le-feu, en échange de la réouverture du détroit d'Ormuz. Ce détroit par lequel passe une bonne partie du pétrole mondial, quand il se ferme, toute la planète tremble économiquement. Voilà ce que ça veut dire concrètement. Moi, c'est Franck. Certains me suivent depuis longtemps, d'autres arrivent aujourd'hui pour la première fois. Bienvenue à tous. Je suis jeune, je n'ai pas de plateau, pas de costume, pas d'oreillette. Mais j'ai les yeux grands ouverts et aucune raison de vous mentir. Ce que je cherche, je vous le donne tel quel. Je veux aussi saluer ici tous ces créateurs africains qui ont ouvert ce chemin avant nous. Ceux qui ont compris, bien avant que ça soit à la mode, que l'Afrique avait le droit d'analyser le monde au lieu de le subir en silence. Ce sont leurs épaules qu'on porte aujourd'hui. On continue leur travail, avec encore plus de feu. Et dans cette vidéo, voilà ce que je vais vous montrer que vous ne trouverez nulle part ailleurs en ces termes. Pourquoi ce cessez-le-feu était condamné avant même d'exister? Qui a violé quoi et dans quel ordre exact? Ce que l'Amérique prépare réellement pendant ces 2 semaines de pause. Et surtout, ce que tout ça signifie pour l'Afrique parce qu'il y a un lien direct et je vais vous le montrer. Restez avec moi jusqu'au bout. Mais avant, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le maintenant. Pas pour moi, pour vous. Parce que ce type d'analyse, vous ne la trouverez pas sur les grandes chaînes qui reçoivent leurs instructions le matin. Abonnez-vous, activez la cloche et partagez cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de comprendre ce monde. Un seul partage peut changer la lecture du monde d'une personne. Allez-y. Voilà ce qui s'est passé avec les noms et les faits. Mercredi matin, l'armée israélienne signale 3 salves de missiles tirés depuis l'Iran. Le Magen David Adom, c'est l'équivalent israélien de la Croix-Rouge, annonce que 2 adolescents de 15 ans ont été légèrement blessés à Tel Shahar, au sud de Jérusalem. Des explosions entendues jusqu'en Jordanie. Quelques heures plus tôt, un responsable de la Maison-Blanche, anonyme évidemment, confirme à l'AFP qu'Israël a accepté le cessez-le-feu. L'accord existe, il est officiel. Et là, Benjamin Netanyahou publie un communiqué sur X. Vous savez ce qu'il dit? Il dit que le cessez-le-feu ne concerne pas le Liban. Voilà, c'est là que tout s'effondre. Parce que le médiateur pakistanais avait été très clair. L'accord s'appliquait partout, y compris au Liban. Citation officielle, publique, du Premier ministre Shehbaz Sharif en personne. Netanyahou dit le contraire. Donc, soit Israël a signé un accord en sachant qu'il allait l'interpréter à sa façon, et ça s'appelle négocier de mauvaise foi, soit il y a eu une rupture totale de communication entre les parties, et ça veut dire que cet accord n'a jamais vraiment existé. Dans les 2 cas, le résultat est le même. Le Liban continue de brûler. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Israël n'a pas accepté le cessez-le-feu. Il a accepté la partie qui l'arrangeait et rejeté le reste. Les grandes chaînes, CNN, France 24, BFM, vont vous présenter ça comme un malentendu de communication, un problème d'interprétation du texte, une violation technique. C'est ça la réalité mainstream. Ce qu'ils ne vous diront pas, c'est que cette stratégie a un nom. On l'appelle
le cessez-le-feu sélectif. On accepte la paix avec ceux qu'on ne peut plus battre en ce moment et on continue la guerre là où on pense encore pouvoir gagner. Vieux comme la diplomatie de guerre, jamais nommé ainsi dans les journaux du soir. Ce qu'ils ne vous diront pas non plus, pendant ces 2 semaines de trêve, les couloirs logistiques américains ne s'arrêtent pas. Les avions cargo militaires continuent. Les stocks se reconstituent. Les systèmes anti-aériens endommagés pendant les frappes iraniennes seront réparés, modernisés, remis en place. 2 semaines, c'est court pour un être humain. Pour une armée avec les moyens des États-Unis derrière elle, c'est une éternité de préparation. L'Iran, de son côté, n'est pas dans une position de triomphe total non plus. Les 3 salves du mercredi ressemblent davantage à un message qu'à une offensive. On existe encore, on peut encore frapper. C'est de la communication stratégique autant que de la guerre. Mais Téhéran a obtenu quelque chose de symboliquement fracassant. Forcer l'Amérique, celle qui menaçait de destruction totale, à s'asseoir à une table de médiation via le Pakistan à 1 heure de l'ultimatum de Trump. Ça, c'est inédit. Souvenez-vous de ce moment. Si cette analyse vous parle, un like, un partage, c'est 2 secondes de votre temps qui peuvent changer la lecture du monde de quelqu'un qui attendait les bonnes clés. Donnez-lui ces clés. Maintenant, je vais vous dire ce que je pense vraiment. Pas la version diplomatique, la version honnête. Ce cessez-le-feu est une respiration forcée. L'Amérique l'a accepté parce qu'elle était dépassée par la vitesse et la portée des ripostes iraniennes. Trump, qui avait tout construit sur la posture de force absolue, s'est retrouvé face à une réalité que ses conseillers n'avaient pas anticipée. L'Iran a tenu. Pas de capitulation, pas d'effondrement. Alors on pause. Mais une pause avec des avions de ravitaillement qui tournent, des contrats d'armement qui s'accélèrent, des réunions d'état-major qui ne dorment pas. 2 semaines pour réarmer les pays du Golfe. 2 semaines pour reconstituer les stocks israéliens. 2 semaines pour recalibrer la stratégie. Celui qui vous dit que l'Amérique en a terminé avec l'Iran vous endort. Moi je vous le dis clairement, ce n'est pas fini. C'est une virgule. Et la phrase qui vient après cette virgule sera probablement plus violente que tout ce qu'on a vu jusqu'ici. Maintenant parlons de nous. Parlons de l'Afrique. Vous allez me dire, Franck, c'est le Moyen-Orient. Qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Tout. Le détroit d'Ormuz, quand il se ferme, le prix du baril flambe. Quand le baril flambe, les économies africaines qui importent leurs hydrocarbures voient leur facture énergétique exploser. Le transport coûte plus cher. La nourriture coûte plus cher. Et ce sont les familles africaines, pas les actionnaires de Houston ou de Londres, qui absorbent le choc. À Dakar, à Kinshasa, à Abidjan, à Kampala. Chaque missile tiré dans le golfe Persique finit par coûter quelque chose à une mère de famille africaine. C'est ça la réalité. Mais regardez aussi ce que l'Iran a réussi à faire. Tenir tête, négocier en position de force, imposer un médiateur du Sud global, le Pakistan, plutôt qu'un médiateur occidental. C'est une leçon de souveraineté, une démonstration que la résistance organisée force le respect même de ceux qui prétendaient vous écraser. Frères et sœurs africains, prenons cette leçon, pas pour copier la violence, pour comprendre que la faiblesse n'est jamais une position de départ obligatoire, que la souveraineté se construit, s'affirme, se défend, que le Sud global existe, qu'il pèse et qu'il peut, quand il s'unit, changer les rapports de force sur cette planète. Ce que vous regardez en ce moment, c'est l'histoire du monde qui s'écrit en direct, et l'Afrique ne peut pas se permettre d'être spectatrice. Il y a quelque chose que mon grand-père répétait souvent. Il disait que la pluie la plus violente ne noie jamais les racines profondes, elle les arrose. Ce monde traverse une tempête. Les bombes tombent, les accords se signent et se brisent le même jour. Les puissants mentent en souriant devant les caméras. Mais les racines profondes, notre conscience, notre lucidité, notre unité, elles grandissent. Continuez à chercher, continuez à questionner et partagez avec ceux qui vous entourent. Je vous retrouve très vite pour la suite. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.